Vous êtes encore de très nombreux spectateurs à ne pas être abonnés. Alors faites-le, c'est gratuit et ça soutient bien la chaîne. Vous pouvez dorénavant rejoindre notre communauté grâce au bouton rejoindre sous la vidéo et ainsi accéder à des avantages exceptionnels. La Rhodésie du Sud, voilà un nom peu évocateur pour les plus jeunes d'entre nous. Et pour cause, celui-ci désignait le Zimbabwe avant 1980. Il fut le théâtre d'une guerre civile ravageuse à partir de la seconde moitié des années 60, qui opposa régime rebelle ségrégationniste aux mains de la minorité d'origine européenne à des mouvements nationalistes indigènes en faveur de la mise en place d'un régime respectant la règle de majorité. Cette guerre dura 14 années et coûta la vie à plus de 30 000 personnes. Peu abordé dans les ouvrages disponibles en langue française, il nous a semblé intéressant de revenir sur ce conflit à travers le prisme de la contre-insurrection menée par le régime rhodésien. Conquise par les armes à la fin du XIXe siècle par Cecil Rhodes, d'où le nom de Rhodésie, entrepreneur et aventurier britannique, ce territoire devient une colonie britannique à partir de 1923. Une autonomie similaire à celle d'un dominion lui est accordée. Les dominions sont dans l'Empire britannique, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Le régime se caractérise par une ségrégation affichée. Le pouvoir politique et économique appartient à la minorité d'origine européenne, représentant seulement environ 200 000 personnes. La majorité indigène, environ 4 millions de personnes, se voit quant à elle privée de droits civiques comme le droit de vote, en raison d'un système censitaire, c'est-à-dire qu'on paye pour voter, et doit se contenter de la moitié des terres cultivables, qui sont également les moins fertiles. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation des empires coloniaux, les riches rhodésiens d'origine européenne s'inquiètent de l'avenir de leur régime. En effet, Londres impose la mise en place d'un système de scrutin majoritaire comme condition sine qua non à l'indépendance. En réaction, en 1965, la rébellion du pouvoir des Rhodésiens contre la tutelle britannique éclate avec la proclamation d'une déclaration unilatérale d'indépendance, UDI, portée par l'ultra-conservateur Premier ministre rhodésien, Ian Smith. La mécanique de la guerre civile est engagée. Les mouvements nationalistes indigènes existant depuis déjà plusieurs années s'engagent dans la lutte armée. Deux mouvements politiques concurrents principaux et respectivement dotés d'une branche armée émergent. D'abord, l'Union du peuple africain du Zimbabwe, la ZAPU, puis l'Union nationale africaine du Zimbabwe, la ZANU. En pleine guerre froide, le conflit devient un vrai bordel et prend immédiatement une autre dimension avec le soutien apporté par les États du Pacte de Varsovie et Cuba aux ZAPU et par la République populaire de Chine aux ZANU. Les États de la région jouent aussi un rôle important dans ce conflit. La Rhodésie dépend du soutien économique et militaire de l'Afrique du Sud, alors en plein apartheid. La Zambie, autrefois Rhodésie du Nord, le Mozambique et la Tanzanie soutiendront la guérilla de façon variable. L'Organisation des Nations Unies, ONU, considère le régime ségrégationniste de Ian Smith comme l'opprobre de la communauté internationale. Régime illégal, fondé sur la suprématie de la minorité d'origine européenne, ne respectant pas le droit à l'autodétermination des peuples. Dès lors, par l'action du Conseil de sécurité des Nations Unies, un embargo et une absence de reconnaissance répudieront la Rhodésie. Sur le terrain, les insurgés vont accroître leur pression grâce au soutien des puissances du bloc de l'Est, des États de la région, mais aussi de l'Organisation de l'Unité africaine qui essaye de coordonner
les deux mouvements concurrents indigènes. Sous la direction de Robert Mugabe, la ZANU prend le pas sur son mouvement concurrent. Au lieu de se focaliser sur la construction à l'étranger d'une force conventionnelle, elle fait le pari d'une stratégie de guerre révolutionnaire maoïste. Mugabe incite à attaquer continuellement des cibles molles, comme les fermes, afin d'asphyxier l'économie rhodésienne. Le régime va épuiser ses maigres ressources pour protéger sa minorité d'origine européenne et son pouvoir. En 1979, malgré tous les efforts de Salisbury, la capitale, des éléments insurgés opèrent sur la majorité du territoire rhodésien sans être la plupart du temps inquiétés. L'étau se resserre alors inexorablement et il faut attendre le 21 décembre 1979 et la signature de l'accord final de la conférence de Lancaster House pour arriver à une solution politique au conflit. Réunissant toutes les parties au conflit, elle aboutit à un cessez-le-feu, à l'adoption d'une nouvelle constitution, au désarmement des insurgés nationalistes et à l'organisation d'élections respectant la règle de majorité sous la supervision du Royaume-Uni. Dans ces conditions, le 4 mars 1980, Robert Mugabe est élu à la tête du pays. Durant les 14 années du conflit, en dépit d'une large infériorité numérique, les forces bien entraînées du régime de Salisbury resteront tactiquement supérieures aux insurgés des branches armées du ZANU et du ZAPU. De fait, on peut observer que les Rhodésiens ont réussi à faire évoluer leur outil militaire issu d'un reliquat de l'armée coloniale britannique au moment de la déclaration unilatérale d'indépendance UDI à une force moderne, plus adaptée à la contre-insurrection, avec des composantes aéromobiles et aéroportées. Deux aspects importants de cette adaptabilité tactique doivent être détaillés. D'abord, le recours par l'armée rhodésienne à des tactiques originales et une réelle faculté d'innovation et d'adaptation matérielle, illustrée par la lutte contre les mines. Suivant le pas des tactiques initiées par les Français en Algérie dans les années 50, les Rhodésiens vont mettre en place une tactique d'enveloppement vertical aéromobile nommée Fire Force. Celle-ci consiste à combiner la petite cinquantaine d'hélicoptères de l'armée de l'air rhodésienne à une unité d'élite de l'armée de terre réservée aux Rhodésiens d'origine européenne, organisée sur le modèle britannique des commandos. Les 4 commandos de l'unité étaient répartis sur des bases avancées avec leurs moyens aériens attachés afin d'assurer le maillage le plus efficace possible du territoire. L'action de cette force de réaction rapide pouvait être déclenchée lors d'une prise à partie d'une unité locale sur renseignement de la population par le guidage d'une unité de renseignement. Le schéma était simple. Une fois l'ennemi repéré, l'avion d'appui aérien rapproché et l'hélicoptère d'appui-feu engageaient en premier l'adversaire. Les hélicoptères de transport déposaient ensuite, chacun leur stock d'hommes, sur les potentiels itinéraires de repli afin de fixer l'ennemi et d'empêcher la retraite. Parfois, un avion de transport pouvait larguer un second échelon en renfort afin de réaliser une prise en tenaille. Enfin, une colonne motorisée rejoignait le lieu de l'opération afin de ravitailler les hélicoptères et les hommes. Cette tactique interarmée, apparentée à la Blitzkrieg allemande de la Seconde Guerre mondiale, combinant rapidité et effet de surprise, était redoutable et entraîna des pertes significatives dans les rangs de la guérilla, avec un ratio estimé à plus de 30 pour 1. Ceci tout en préservant la solidité morale des troupes de Salisbury, la capitale. Il était toutefois nécessaire, pour un tel déploiement, d'obtenir des renseignements précis et à jour. En contre-insurrection, le concept des opérations sous fausse bannière
consiste à opérer sous l'apparence de l'insurgé afin de recueillir du renseignement. Deux précédents historiques vont largement inspirer les Rhodésiens. D'une part, la contre-insurrection britannique au Kenya contre la révolte Mau Mau de 1952 à 1960, où le capitaine Frank Kitson fut pionnier dans l'utilisation d'insurgés retournés pour obtenir du renseignement tactique. D'autre part, les Portugais au Mozambique utilisèrent pour lutter contre les indépendantistes des groupes sous fausse bannière que les Rhodésiens ont pu observer de très près. Au début du conflit, les forces du régime s'appuient sur la population pour recevoir des renseignements sur les groupes d'insurgés qui, depuis les États frontaliers, s'infiltrent sur le territoire rhodésien. Néanmoins, sous la pression croissante de ces infiltrations, le régime perd le contrôle de la population rurale. Pour faire face à ce problème, le commandement rhodésien décide de créer, à la suite d'expérimentations de la police, une unité de force spéciale chargée de recueillir le renseignement en utilisant des insurgés retournés, les Selescots. Par la suite, cette unité devint l'unique source de renseignement pour les régions sévèrement infiltrées. Cette unité profita d'une faiblesse matérielle des insurgés pour la collecte de renseignements. En effet, le manque de radios obligeait la rédaction d'ordres écrits et l'utilisation de coureurs. Avec l'intensification du conflit et notamment l'indépendance du Mozambique en 1975, les Selescots, au-delà d'être une unité de renseignement, devinrent une force de frappe extérieure à partir de 1976, avec pour mission principale d'attaquer les sanctuaires des insurgés à l'étranger. Au cours du conflit, les forces armées rhodésiennes vont montrer une grande faculté d'adaptation, voire de bricolage de leurs moyens matériels afin de s'adapter à la lutte contre-insurrectionnelle. Dès 1972, les mouvements indigènes, la ZANU et la ZAPU, ont largement recours au minage des routes afin d'entraver la liberté de mouvement des forces armées comme de la population rhodésienne. Des mines anti-chars de fabrication soviétique sont principalement utilisées. Les Sud-Africains avaient déjà commencé à travailler sur les ancêtres de ce que l'on nomme aujourd'hui les véhicules MRAP, Mine Resistant Ambush Protect, des sortes de véhicules à la Mad Max. Sur la base de ces premiers essais, afin de faire face à cette nouvelle menace, les mines, la police puis l'armée rhodésienne vont créer à partir de châssis civils et militaires largement disponibles en Rhodésie, leurs propres véhicules et camions résistants aux mines. Ces véhicules, au profil très singulier, tout droit sortis d'un film de science-fiction, vont être équipés de contre-mesures plus ou moins sophistiquées. Planchers renforcés par des sacs de sable, pneus en partie remplis d'eau pour absorber l'effet du souffle de l'explosion et alourdir le véhicule, coque en V afin de dévier le souffle de l'explosion, blindage du vitrage, siège en acier avec harnais d'épaule. Un super petit jouet. Ces mesures prises vont produire un résultat réel puisque la part des pertes par mine sera significativement réduite et le moral d'autant plus préservé que le capital humain des Rhodésiens est rare. Sur 1276 explosions de mines en Rhodésie, 927 explosions de mines ont impliqué des véhicules protégés, impliquant 5830 personnes transportées, 91 ont été tuées et 1453 blessés. Il est possible de voir la guerre du Bush comme un des laboratoires ayant servi à la maturation du concept d'ouverture d'itinéraires piégés en Afghanistan et en Irak. Au-delà du développement d'une gamme de véhicules blindés résistants aux mines, un ingénieur rhodésien, Ernest Konchel, va créer un véhicule capable de détecter les mines sans les faire exploser en roulant.
Ce véhicule, produit à 59 exemplaires jusqu'en 1979 et conduit par des sapeurs spécialement formés, se révélera très efficace. Son emploi sera repris par les Sud-Africains et son design se retrouve encore sur les véhicules actuels. Les Rhodésiens ont gagné sur le champ de bataille au prix de la perte globale de la guerre. Cela peut s'expliquer par l'absence d'une réelle stratégie afin de faire face à l'insurrection. Au-delà de la stratégie, on peut douter de la possibilité de préserver un régime à la fois isolé et de plus en plus fragilisé. Comme le rappelle en 1964 le théoricien français Galula, la contre-insurrection ne se définit que par rapport à la cause qui lui donne naissance. Il est ici possible de constater une certaine cécité de la part des stratèges rhodésiens quant à la réelle nature et les motivations de l'ennemi qu'ils affrontaient. Au début du conflit, l'insurgé est appréhendé comme un criminel, ce qui revient à nier sa dimension politique, puisque l'individu est perçu alors comme un simple contrevenant à la loi. Il n'est donc pas traité à sa juste valeur. La police mène la conduite des opérations avec l'appui seulement de l'armée. Cela crée des frictions qui ne seront qu'en partie résolues lorsqu'en 1977, l'armée prend le pas sur la police dans le poids décisionnel. Avec l'intensification du conflit, les rapports d'opération qualifient l'insurgé de « Communist Trained Terrorist », c'est-à-dire terroriste entraîné par les communistes. Le régime souhaite ainsi replacer le conflit dans la logique manichéenne de la guerre froide et espère que l'Ouest viendra soutenir ses efforts dans la lutte contre le communisme. L'insurrection est donc considérée comme une menace provenant de l'extérieur des frontières. Ainsi, le centre de gravité de l'adversaire est perçu comme se situant davantage dans les régions frontalières du Mozambique et de Zambie que sur le territoire rhodésien. L'effort est alors accru dans ce sens et les opérations sous fausse bannière et opérations extérieures mobilisent des moyens croissants. Dès lors, le haut commandement rhodésien et les politiques fixent leurs priorités sur l'élimination physique des terroristes par la mise en place d'une stratégie militaire de recherche et destruction. L'ensemble des tactiques employées ne suivront que ce but. Le kill ratio, ratio perte adversaire, perte ami, devient dès lors l'instrument principal de mesure du succès d'une opération. Ainsi, les stratèges se félicitent de l'efficacité de la tactique de Fire Force, qui conduit à un ratio de 30:1, ou du fait que les opérations de renseignement sous fausse bannière dérivant en commando de chasse contribuent à hauteur de 68% des pertes totales ennemies. Dans cette recherche d'attrition, les forces rhodésiennes commencent à partir de 1976 à frapper les camps de la guérilla réfugiés dans les États frontaliers. Cette violation de la souveraineté des voisins nouvellement indépendants apparaît comme une volonté d'étendre le conflit et ne fait qu'accroître la perte de légitimité du régime sur le plan international, voire infranational. La prééminence de la destruction physique de l'ennemi dans la stratégie du gouvernement rhodésien amène à négliger une dimension essentielle de la stratégie contre-insurrectionnelle, le soutien de la population. Tout d'abord, les opérations sous fausse bannière sont autant de victoires à la Pyrrhus que celles-ci conduisent les unités rhodésiennes à des massacres et atrocités contre la population dans le but de discréditer l'insurgé. La propagande de celui-ci s'est toujours empressée de relayer les faits et a pu aussi en profiter pour attribuer la responsabilité de ses propres massacres à ces opérations en aggravant le règne de la confusion et la crise de légitimité du pouvoir en place. Plus important encore, la ZANU, à travers son active propagande, propose un réel discours politique et une idéologie.
Face à cela, Salisbury, la capitale rhodésienne, est inaudible et semble ne savoir répondre que par les armes. La focalisation sur la dimension idéologique de l'ennemi, renforcée par la propre propagande produite par le régime, amène ce dernier à ne pas comprendre le caractère nationaliste, indépendantiste des insurgés. Ainsi, si la propagande de Salisbury semble avoir fonctionné, ce n'est que sur sa minorité d'origine européenne. L'absence d'une réelle représentation de la population indigène dans les organes du pouvoir par rapport à leur poids démographique ne changera jamais, même avec l'élection de façade en 1979 d'un Premier ministre indigène, Abel Muzoreva. Isolé des populations de la majorité du pays, le régime l'est aussi sur le plan international. Durant la guerre, tant à travers ses moyens militaires, humains comme matériels, qu'économiques, la Rhodésie n'a pu se passer du soutien de l'Afrique du Sud. La frontière entre les deux États est essentielle. Entre 80 et 90% des importations rhodésiennes pendant le conflit proviennent de cet allié. Dès lors, l'unique axe routier reliant les deux pays fut une cible privilégiée de la guérilla à la fin de la guerre et consomma une grande quantité de moyens sans que jamais il ne soit complètement sécurisé. Pretoria, la capitale sud-africaine, déploya pendant la guerre à la fois des hommes et du matériel en appui direct des Rhodésiens, en particulier dans les opérations extérieures, et fournit une aide financière équivalente à la moitié du budget de défense rhodésien. La survie du régime de Salisbury était donc entièrement du fait de Pretoria. Face à la communauté internationale, le régime ségrégationniste rhodésien en devient l'opprobre à cause de la violation du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'ONU et son Conseil de sécurité votent la mise en place d'un embargo à travers plusieurs résolutions, notamment la résolution 232 en 1966 et 253 en 1968. Enfin, durant tout le conflit, jamais le gouvernement de la minorité d'origine européenne ne sera reconnu par les autres États. Même l'allié sud-africain ne s'y risqua pas, d'autant que le Conseil de sécurité décida dans sa résolution 277 de 1970 que les États membres s'abstiendront de reconnaître ce régime illégal. La Rhodésie, considérée jusqu'alors comme un havre de paix pour les colons d'origine européenne, a bien changé depuis la déclaration unilatérale d'indépendance, UDI. Afin de grossir les effectifs des forces de sécurité, dont le besoin est croissant, le service militaire est étendu en 1977 aux classes d'âge de 38 à 50 ans et la durée de service s'allonge jusqu'à 190 jours. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'accroître les taxes afin de réduire le déficit produit par l'explosion des dépenses militaires, comme en 1978 où est instaurée une taxe additionnelle pour l'effort de guerre de 12,5% sur le revenu. Dès lors, l'émigration des Rhodésiens d'origine européenne s'accroît avec le départ vers la fin de la guerre d'environ 2000 Rhodésiens chaque mois. Cette réduction de la part de la minorité d'origine européenne et le besoin croissant de soldats ont conduit à intégrer de plus en plus la majorité indigène dans les forces de sécurité, fragilisant de fait l'idéologie ségrégationniste défendue par le régime. Comment alors légitimer le pouvoir de cette minorité fragile, incapable de se défendre ? Vers la fin de la guerre, les opérations extérieures se multiplient avec l'appui de l'allié sud-africain. L'intensité et la durée des combats s'accroît aussi face à des insurgés nombreux, de plus en plus combatifs et équipés. L'opération Urique de 1979, une des ultimes opérations rhodésiennes, témoigne de cette évolution importante.
Le sacro-saint kill ratio est bien moins large que durant les premières opérations, il n'est que de 20 pour 1, et les pertes rhodésiennes, relativement importantes, 17 hommes et 2 hélicoptères, et ce, malgré l'important appui de l'allié sud-africain. Malgré les coups de force de sécurité, la Rhodésie flanche inexorablement et ne peut éviter la table des négociations qui ne feront qu'acter la fin du régime de la minorité d'origine européenne. La plupart des Rhodésiens finiront par émigrer en Afrique du Sud. Je suis pour ma part très attaché à cette région du monde et j'espère vous avoir fait plaisir en vous la faisant découvrir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne avec le bouton rejoindre, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Bonjour, donc je m'appelle Franck Chantreau, mon épouse Roxane. On a créé en 2006 notre sanctuaire de réhabilitation pour jeunes primates. Euh, Jack, le premier chimpanzé qu'a confisqué dans cette province du sud de la RDC, a été le premier bébé confisqué. On était loin de se douter que ce bébé allait changer notre vie pour toujours. Et le programme qu'on s'était fixé, c'était d'arrêter le trafic illégal d'espèces protégées, traversant la province du Katanga pour rejoindre la Zambie et l'Afrique du Sud. Nous tenons à remercier Alain et tous les followers de son site Les Dessous de l'Histoire, car grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir tous ces animaux victimes du trafic que nous avons recueillis au travers de la nourriture, bien sûr, mais aussi des soins médicaux et de la présence de papa et de maman de substitution, parce que ces animaux vivent de tels traumatismes que quand ils arrivent, ils sont perdus et ont besoin de beaucoup d'amour et d'affection pour surmonter tout ce qu'ils ont vécu. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour vos dons. Ça nous aide énormément. Merci pour eux.